Les grandes lignes de l'actualité, Louis de Ragnel est là. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Eugénie Bastier, notre ami Gauthier Lebret. Bonsoir Laurence. Bonsoir, nous sommes avec le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Bonsoir docteur. Bonsoir. On va se pencher sur la psychologie des jeunes et à la lumière de la barbarie des actes de ces derniers jours. Catherine est là, bonsoir Catherine. Et Joseph Massescaron, écrivain et essayiste. Bonsoir Joseph. Bonsoir. On commence par ce meurtre donc atroce qui s'est déroulé vendredi dernier à Narbonne. Un adolescent de 17 ans décédé après un véritable guet-apens. Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux par les 5 agresseurs. Elles sont absolument insoutenables. C'est la famille qui a demandé à ce qu'on diffuse et qu'on les floute évidemment sur l'antenne de CNews et vous ne les entendrez pas si vous êtes auditeur d'Europe 1. Mais c'est la famille qui a voulu qu'on les montre pour qu'on comprenne bien la barbarie qui s'est abattue sur Louis. On va écouter la tante de Louis qui dit sa colère et son émotion. Ce qui a été très compliqué, c'est le visionnage de ces vidéos. Je pense que déjà n'importe quel être humain, vous ne pouvez pas le voir, mais quand c'est votre chair, votre sang, c'est ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de mots. Je sais qu'elle circule encore sur les réseaux sociaux non floutés. Je préserve ma sœur et ma mère d'avoir accès à ça parce que je ne sais pas comment elles pourraient réagir. Après le lynchage de Louis, comme je vous ai expliqué, ils ont envoyé la vidéo largement. Et certains amis de Louis, par répercussion, parce que les enfants se sont retransmis la vidéo, elle est arrivée à certains amis de Louis qui nous les ont retransmis et qui les ont transmis également à la police. Ils sont tellement tristes d'avoir perdu leurs copains, ils ne comprennent pas, ils ont peur aussi, parce qu'ils se disent le prochain c'est peut-être nous. Enfin, ils sont incroyables, c'est eux qui nous ont fourni ces vidéos. Oui. Après l'émission sur CNews, j'ai reçu une nouvelle vidéo qui n'avait pas encore été diffusée, où en fait ils reviennent sur les lieux et ils reviennent filmer Louis, qui est au sol, qui gît dans son sang. Et il le filme de près. Et cette vidéo-là, j'en avais pas encore eu connaissance. Et je l'ai reçue 1h30 avant que vous arriviez. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Mais leurs copains dehors, combien de vidéos ils ont diffusées de mon neveu? Combien il y en a encore à venir? Voilà, pour le désespoir de cette tante, Gauthier Lebret, c'est insoutenable en fait. Tout ça est insupportable. Oui, alors si cette tante a fait le choix de contacter les équipes de 100% Frontières, c'est pour répondre à la presse quotidienne régionale qui parlait de RIX. Et elle trouvait ça insupportable. Une RIX. C'est exactement comme ce qui s'est passé après Thomas à Crépol. L'Indépendant a titré RIX. D'ailleurs, l'article est toujours consultable en ligne. Ils n'ont pas modifié leur article. Ils ont fait une où ils parlent de guet-apens, mais l'article où ils parlent de RIX est toujours en ligne à l'heure où je vous parle. Et c'était insupportable pour la famille du jeune Louis. Donc au nom du père et de la mère, dont elle est la sœur, elle a pris la parole, cette tante, et elle nous a effectivement fait parvenir des photos de Louis et les vidéos. Effectivement, il y a 3 vidéos. Il y a une première vidéo d'une première agression le 12 juin. Là, Louis décide d'aller à la police et de raconter ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a donc... Il ne se passe rien entre-temps. Il ne se passe rien. Une semaine, il ne se passe rien. Il y a le guet-apens donc organisé sur ce chantier. Il est lynché à mort. On entend bien dans la vidéo qu'il lui reproche d'avoir parlé aux policiers. Et donc, ça pourrait être le mobile du guet-apens et du lynchage pour qu'il ne parle plus jamais aux policiers. Et effectivement, il ne parlera plus jamais aux policiers puisqu'ils l'ont lynché à mort. Ensuite, ils l'ont regardé se vider de son sang. Ils sont partis et ils sont revenus sur le chantier où il agonisait et ils ont filmé sa lente agonie. Il a passé la nuit entière sur ce chantier à se vider de son sang. Les pompiers, les policiers ont essayé de le chercher. Ils n'ont trouvé qu'à 9h du matin. C'est un ouvrier. C'est un ouvrier en revenant sur le chantier qui l'a trouvé. Donc les pompiers et les policiers ne l'ont jamais trouvé de toute la nuit. Donc voilà, il y a plusieurs volets dans cette histoire. Il y a le traitement médiatique, il y a évidemment l'ultra-violence. Et donc c'est pour ça que la tante a décidé de sortir du silence et de prendre la parole pour la mémoire du jeune Louis. Et puis le dernier volet, c'est l'aide sociale à l'enfance, puisque ce jeune était placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc l'État en avait la charge et donc l'État est responsable évidemment de ce qui s'est passé. Surtout que l'aide sociale à l'enfance était déjà en pleine tourmente pour des scandales sexuels de proxénétisme sur 22 000 jeunes filles qui sont prostituées en France, dans un réseau de proxénétisme. 80% sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est la double peine. Vous êtes placé et ensuite vous êtes violé. Donc quand vous êtes à l'aide sociale à l'enfance, vous avez un risque de vous faire violer. Maintenant, vous avez un risque de vous faire assassiner également. Vous avez raison de le souligner. Régine Delfour, Noémie Hardy sont sur place à Narbonne. Bonsoir à toutes les deux. Est-ce qu'on a on sait quelle suite pour les 5 jeunes qui sont actuellement en détention provisoire, Régine?
Oui, bonsoir Laurence. Eh bien écoutez, ces 5 jeunes, quand ils ont été entendus et mis en examen pour tentative d'assassinat, Louis n'était pas décédé. Donc évidemment, les faits vont être requalifiés en assassinat et il y a pour ces 3 mineurs cette minorité, cette atténuation, donc qui eux encourent en fait par principe 20 ans de réclusion criminelle. Tout l'enjeu, Laurence, va être évidemment de savoir si la cour d'assises des mineurs va en fait arrêter cette minorité, en fait l'écarter, et donc ces 5 jeunes seront-ils donc jugés eux et encourront-ils donc la peine, la réclusion criminelle à perpétuité? C'est toute la question en fait. Merci Régine Delfour et Noémie Hardy sur place à Narbonne, où on imagine que l'émotion est grande. Docteur Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre, vous avez écrit un livre sur les maux de vos ados, comment les aider vraiment. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est face à un cas de violence en meute, avec préméditation. Qu'est-ce qui peut motiver, expliquer un tel passage à l'acte? Heureusement, ça ne concerne pas tous les ados. La majorité des ados vont bien et n'ont pas de comportement aussi grave. Maintenant, ce qu'on constate, c'est effectivement une augmentation. Il y a une désinhibition, on a l'impression, complète sur la violence et la mort. Effectivement, sur un certain pourcentage, avec une aggravation des faits, comme vous dites, une désinhibition, toujours moins d'empathie, et surtout un défaut de culpabilité, c'est-à-dire qu'on ne se sent absolument pas coupable, on ne mesure absolument pas les conséquences de ce qu'on fait. Alors, c'est un peu le propre de l'adolescence, mais là, c'est quand même assez important. Je crois qu'on peut même parler ici de pulsion meurtrière, parce que c'est quand même allé jusque-là, donc je ne sais pas s'il y avait l'intention de donner la mort, mais... En tout cas, ils sont revenus, ils l'ont laissé pour mort, ils sont revenus le filmer à son agonie, donc vraiment... Ils l'ont piégé, surtout. Il n'y a pas de conscience, oui, il y a une préméditation, évidemment. Oui, donc s'il y avait vraiment l'intention de donner la mort, et là, c'est évidemment très grave, il faut savoir que oui, les pulsions meurtrières peuvent exister à l'adolescence, surtout chez des ados qui n'ont évidemment pas bénéficié, parce que finalement, quels sont les facteurs limitants de ces pulsions-là? C'est l'éducation, c'est la morale, c'est évidemment un bon équilibre psychiatrique, c'est aussi une maturité neurologique qu'on n'a pas forcément à cet âge-là, mais c'est aussi mesurer les conséquences de ces actes. Donc là, il y a un déficit de prise en charge éducative et morale manifeste chez ces jeunes et un défaut d'empathie inquiétant. Vous parlez de désinhibition, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Il est possible que ces visionnages de violences précoces favorisent les passages à l'acte, tout ça comme si finalement ce qui se passait là c'était du cinéma. Le fait de filmer d'une certaine manière désaggrave leur acte. Enfin, ils frappent, ils ne font pas que filmer, ils frappent aussi. Et puis, ils sont 5. Enfin, moi, ce qui me... Pardon, j'écoute ce que vous dites. Moi, il y a plein de choses que je peux entendre, comprendre, la déshumanisation, mais je pense que le rapport à la mort, quand on voit bien qu'il est en train de mourir, on entend son râle, on entend sa dernière respiration. Ils reviennent sur les lieux, ils voient bien qu'il est inerte. Il n'y en a pas un seul qui se dit « Merde, on a fait une connerie, merde, on est allé trop loin ». Moi, ce que je trouve fascinant, et c'est là où moi j'ai vraiment l'impression qu'en réalité, il y a cette volonté de donner la mort, il y a cette jouissance de voir quelqu'un souffrir, et cette jouissance de le voir mort, inanime, enfin inerte sur le sol. Et j'arrive pas à me dire que il y a une altération du discernement. Je me dis voilà, ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire. Et ils aiment ça. Alors, et c'est ça qui est un peu sidérant. Même les animaux, quand ils tuent, quand ils prennent la mort, ils prennent la vie d'un autre animal, ils ont pas conscience, mais il y a ce niveau quand même de perception de quelque chose de grave qui s'est passé. Un chien qui tue, il va voir son maître et il revient et il sait qu'il a fait quelque chose de grave. Là, chez ces jeunes-là, il n'y a rien. Alors, Eugénie Bastier. Non, mais je pense qu'il y a des facteurs familiaux, effectivement, dans l'ASE, ce sont sans doute des profils avec des familles, placé, a priori, des familles extrêmement disloquées. Il y a sans doute des facteurs culturels. Et je me demande aussi, dans cette espèce de médiation de l'écran, besoin de filmer, s'il n'y a pas une forme de déréalisation aussi. C'est-à-dire que quand on filme pour mettre sur les réseaux sociaux, pour partager à ses amis, par le vecteur de l'écran, en fait, ça devient plus réel, une sorte de virtuel. On a l'impression que la mort devient un jeu. Je ne sais pas, j'ai du mal à cerner. Mais ce qui est sûr, et ça, je pense que c'est une certitude, il y a
effectivement, comme l'a dit Gabriel Attal, un rajeunissement de la violence qu'on a longtemps nié. C'était comme sur les problèmes migratoires ou les problèmes de délinquance. On a dit mais non, ceux qui disent ça, ils ne se souviennent pas des Apaches dans les années 1890. Ah oui, c'est vrai que ça remonte. À Paris, tout ça, voilà. Bien sûr que non, c'était pas mieux avant. Si, je pense que des jeunes de 17 ans qui se lynchaient comme ça en se filmant, non, ça n'existait pas avant. Donc il y a quand même une prise de conscience d'une relative nouveauté, d'un rajeunissement de la violence. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé d'ailleurs il y a très longtemps, mais on était rentré dans une période peut-être de pacification des mœurs, si on revient dans une forme d'ensauvagement et de décivilisation. C'est le président de la République qui a utilisé ce mot. Oui, mais là, je ne sais pas quel est... Enfin, ce profil, c'était des enfants qui étaient placés, donc il y avait sûrement eu des problèmes familiaux difficiles, mais on voit que la semaine dernière, c'était un garçon qui était dans une famille recomposée, avec un moment une dislocation de cette famille, un frère qui était parti, qui était malheureux. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une perceuse et il a organisé l'assassinat d'une vieille dame dans des conditions épouvantables. Comme ça, un acte gratuit, parce qu'il voulait passer à l'acte, tuer quelqu'un. Donc, il y avait la volonté de tuer. Et il l'a dit. Donc, voilà. Alors, est-ce que... sur les réseaux sociaux, sur les films, je veux dire, on donne la mort, c'est un jeu, on voit ça tout le temps, les jeux violents dans les films et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un moment où, est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on comprend qu'on a vraiment conscience de ce que l'on fait, ou on est complètement déshumanisé par tout ce qu'on voit autour de soi, et qu'il y a un moment, comment ? Le Japon est l'une des sociétés où on joue le plus aux jeux vidéo et l'une des sociétés les moins criminogènes au monde. Ben oui, mais c'est une société au Japon. Voilà. Au Japon, on peut se laisser les enfants sortir le soir. Il n'y a jamais de film le soir. Il n'y a pas d'enfants au Japon, il n'y a pas d'ados au Japon. Il y a très peu d'enfants au Japon. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Non, mais c'est une société. Écoutons, une société où vraiment, un enfant qui se comporte mal, c'est la honte sur toute la famille. C'est des choses. Ils ont un sens de l'honneur et du bien et du mal. Écoutons juste les réactions d'amis, je crois, de Louis Gauthier qui ont été recueillis. Le meilleur ami. Le meilleur ami, c'est ça, de Louis, qui a été recueilli par vos équipes. Moi, je n'étais pas au courant de l'agression. Le lendemain, quand il s'est fait agresser, je devais le voir. Je le cherchais parce que j'avais pas de nouvelles de lui ni rien. Et en marchant dans la rue, j'ai croisé un ami à nous. Je lui ai dit, il est où Louis, s'il te plaît, je veux le voir, j'ai pas de nouvelles. Il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, il s'est fait agresser. J'ai pas cru. Et de là, il m'a montré des vidéos et j'ai réalisé que c'était bien sur les vidéos. Le premier truc que j'ai fait, je suis allé à l'hôpital de Narbonne pour voir où il était. Dans quel état il était, ils m'ont dit qu'il était transféré à Perpignan. J'ai eu au téléphone quelques dernières fois avant qu'il parte, grâce à sa mère. Mais sinon, j'ai pas pu le voir une dernière fois en physique. Les derniers mots que j'ai eu au téléphone pendant qu'il était en coma, c'est que je lui disais que je l'aimais fort. Et que dans tout ça, il était très courageux. Il a vécu beaucoup de trucs à cause de cette agression, où il a quand même tenu jusqu'à son décès. Et le dernier contact physique que j'ai eu, c'était 2 jours avant son agression, où c'est là où il me donne les bras et il m'a dit « Je t'aime, t'es comme mon grand frère ». Voilà, on voit l'émotion et on l'entend, cette émotion du meilleur ami de Louis. La voix est modifiée, les visages sont floutés, parce qu'ils ont peur des représailles, c'est ça ? Exactement. Ils sont mineurs, mais on a l'autorisation des parents pour diffuser la séquence. Donc, quand vous avez des mineurs et que vous avez l'autorisation parentale, vous pouvez les diffuser sans trafiquer la voix et sans floutage. Donc, la raison réelle du floutage et de la modification de la voix, c'est la crainte des représailles. Effectivement. Mais par exemple, la tante, pareil, vous l'avez vu floutée. Et là, elle est en train de changer d'avis parce qu'elle veut porter le combat. Et donc, elle est en train de vouloir apparaître à visage découvert. Donc, ce soir, dans notre grande soirée consacrée à nos enfants qu'on assassine, vous la verrez à visage découvert à sa demande. C'est la tante qui mène le combat. C'est-à-dire que le procès en récupération politique, il est terminé. Terminé. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez Éric Dupond-Moretti qui regardait Marine Le Pen et qui disait vous vous servez du cercueil de la petite Lola comme d'un marchepied. Là, c'est la famille qui lit la presse régionale, qui dit on parle de Rix, et bien on monte au créneau. Parce que ça suffit en fait. Et c'est après la maman d'Elias, et c'est après la maman de Lola qui a parlé après le décès et le deuil qu'elle a fait. Le père s'en est jamais remis, c'est la maman de Philippine, c'est la veuve du gendarme Comines, c'est la veuve d'Alban Gervaise il y a quelques jours chez vous Laurence, parce qu'elle apprend que celui qui a tué son mari, qui est responsable pénalement, a le droit de rentrer chez lui le week-end et le soir. Donc ça change tout quand les veuves et les mamans en deuil prennent la parole. Et là, en l'occurrence, c'est la tante qui parle au nom de sa mère, parce que la mère, elle a perdu son fils il y a 2 jours, elle peut évidemment pas prendre la parole, vous imaginez l'état dans lequel elle est. Mais ça change énormément de choses quand même. Ça change énormément de choses, et elles se battent même plus pour leur enfant, elles se battent aussi pour tous les autres.
pour que le réel existe, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de Rix, mais pour essayer de sauver les autres. Allez, on fait une petite pause, on continue à évoquer ce sujet des surviolences entre adolescents et ce problème de l'aide sociale à l'enfance, qui est un véritable, en tout cas pour certains enfants, un véritable désastre. À tout de suite. 18h22, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un dernier mot sur ce meurtre atroce du jeune Louis, 17 ans, à Narbonne. On écoute les habitants de la ville qui sont sous le choc. Du mal, hein. J'ai des enfants de leur âge. Et ça peut être mon fils ou une autre personne. Et quand j'ai vu ça, je suis resté étonné, quoi. On en a parlé avec mes enfants et tout, à table et tout, là, tout à l'heure encore. Où que j'habite, là, il y a quand même 380 logements au 20 quai d'Alsace. Et bon, il y a beaucoup de seniors, oui, beaucoup de seniors, mais quelques jeunes aussi. Bon, qui sont sympathiques, on discute, ils ne sont pas tous violents quand même, heureusement. Mais il y a énormément de personnes âgées, c'est vrai, énormément. Donc, ils ont un peu peur. Voilà le choc et l'émotion à Narbonne. Docteur Stéphane Clerget, Les mots de nos ados, c'est votre livre aux éditions Solar. On peut parler de quoi? D'ensauvagement d'une certaine partie de la jeunesse, d'une partie de la jeunesse. Et on a l'impression que c'est comme une vague qu'on n'arrive plus à endiguer, en fait, qu'il n'y a plus rien qui cadre ces jeunes-là. Oui, quand vous parlez d'ensauvagement, vous pointez le fait que ces jeunes ne sont pas du tout éduqués. On a vraiment l'impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'ils n'ont intégré aucune règle, aucune loi, et qu'il n'y a pas zéro empathie et zéro conscience des conséquences de leur acte. Hein. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation. À la base, l'ASE, c'est une bonne idée. Hein. C'est pour prendre le relais, justement, des déficits éducatifs des parents, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes de tous milieux, mais en particulier dans des milieux sous-éduqués, qui ne sont éduqués que par les écrans. Et non plus comme autrefois, prise en charge collective dans des activités culturelles, sportives, de loisirs autres. On ne les laissait pas traîner, les jeunes. On les prenait en charge. Aujourd'hui, on les prend en charge parce qu'ils ne font pas de bruit. Ils sont derrière leur écran jusqu'au moment où ils vont exploser. Parce qu'évidemment, les écrans, ça ne permet pas du tout de réguler les émotions comme diverses activités avec ou sans éducateur pourraient le faire. Pas de pilier de résilience. Sur les écrans. Bien sûr, il y a tout un usage extrêmement répréhensible et néfaste des écrans. Mais moi, ce qui me frappe dans tous ces événements, c'est l'absence totale de courage et la lâcheté des personnes. La lâcheté des personnes qui attaquent. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez chez des ados, peut-être de plus en plus fréquemment, cette lâcheté? Parce qu'à l'inverse, l'écran, parfois, amène... promeut le courage, même si c'est quelque chose, même si c'est dans la violence, bien sûr. Mais là, il s'agit de lâcheté, puisque à chaque fois, ce sont 4, 5, 6 personnes en groupe. Donc, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a en effet la lâcheté chez une partie des ados? Alors, Stéphane Clerget, vous répondez. C'est une question intéressante parce qu'effectivement, les ados ont des modèles, ont toujours eu des modèles. Voilà. Et effectivement, on peut se demander si aujourd'hui, les modèles d'un certain nombre de jeunes, et notamment ceux qui se conduisent comme ça de manière à la fois violente et lâche, et qui se sentent pour autant légitimes, eh bien, ne sont pas des personnages réels ou de fiction hein, beaucoup, qui ne présentent aucun honneur, aucun courage et qui ne respectent pas le droit, comme si finalement les modèles aujourd'hui étaient pervertis. C'est évidemment un point sur lequel il faut travailler. Les jeunes, ils ont besoin de modèles adultes bienveillants, courageux, valeureux. Et c'est sans doute pas le cas ici, en tout cas. Oui, merci. Un dernier mot, Gauthier. Oui, je voulais juste te dire qu'on parle des jeunes là comme des bourreaux. Les jeunes sont aussi les victimes. Voilà. Les jeunes, c'est aussi Elias, c'est aussi Philippine, c'est aussi Lola, c'est aussi Louis, c'est aussi Thomas Crépol, c'est aussi Mathis. Et la liste est interminablement longue, d'ailleurs. Et c'est aussi le bilan sécuritaire de ces doubles quinquennats, puisque tous ceux que je viens de citer, ils viennent de se faire tuer dans les 9 dernières années. Alors ça peut être pour des raisons différentes, mais à chaque fois, l'État a une part de responsabilité. Les OQTF pour Lola et Philippine, la fameuse césure pour Elias, je te juge dans un premier temps, je te donne ta peine dans un second, l'aide sociale à l'enfance, donc
pour le jeune Louis. Liana, évidemment, toutes les défaillances dont on a parlé autour de la petite Rosa, violée 50 fois par le même Jérôme Barella. Donc l'État a une énorme part de responsabilité. Et que va répondre Emmanuel Macron quand on va lui poser la question? Déjà, il va nous faire les écrans. Il va dire, regardez, je vais interdire les écrans pour les mineurs à la rentrée. Ça va être formidable, ça va régler tout. Bien sûr, ça va tout régler, personne n'y croit. Ou il va vous répondre, CNews fait du lavage de cerveau toute la journée sur un fait divers. Voilà, brainwashing. Ça, il a déjà fait. Ou alors, aux familles de victimes, il va leur dire, arrêtez de crier. Arrêtez de faire de la démagogie, ce qu'il a fait après l'affaire Liana. Voilà, et c'est insupportable. Eugénie Bastier. Moi, je suis d'accord avec vous que l'État a une responsabilité, mais il ne faudrait pas trop vite oublier aussi dans la dérive de ces jeunes la responsabilité des parents. On est toujours à taper sur l'État. À juste titre, il est là pour punir ces jeunes. Il ne les punit pas assez. Mais comment ces jeunes en arrivent à des degrés de violence? J'entendais le chiffre que donnait Louis tout à l'heure de 400 000 jeunes qui sont à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Oui, ils sont pris en charge par l'État. Oui, l'État n'arrive pas à le gérer et sans doute il a sa responsabilité. Mais il faut se demander aussi pourquoi ces jeunes sont à l'aide sociale à l'enfance. Quels sont ces parents qui sont défaillants, à qui on est obligé soit de retirer les enfants parce qu'ils ne savent pas s'en occuper, parce qu'il y a des violences sexuelles, parce qu'il y a des violences éducatives, ou tout simplement qu'ils les abandonnent. À un moment, responsabilisant aussi les adultes. Il y a des placements abusifs. Quand on fait... Il y a des placements abusifs. Oui, il y a sans doute des placements abusifs, d'accord. Il y a des enfants dont on se débarrasse aussi. Il y a aussi des enfants dont on se débarrasse. Et il y a aussi des... Donc moi, j'en ai aussi assez de cette société. On demande tout à l'État et on ne responsabilise jamais les parents, les adultes. Responsabilisons les parents. Ces jeunes qui sont délinquants, les parents aussi doivent en répondre. C'est eux enfin, quand on met un enfant au monde, on doit s'en occuper. Catherine, un dernier. Non, puis il y a la notion du bien et du mal qu'on inculque à des enfants quand on les élève. On fait ça, on ne fait pas ça, et c'est quelque chose qu'il faut répéter. Même c'est très très difficile. Mais un enfant a plutôt tendance à accueillir ces règles, soit parce qu'il y a une religion, il y a quelque chose à l'école qui accompagne cette idée du bien et du mal, mais surtout quand on reçoit chez soi assez d'affection et d'amour pour pouvoir savoir que par amour, on ne fait pas ça. Enfin voilà. Donc, des jeunes qui ne sont pas élevés, qui ont des parents déficients, mais ça amène à ces dérives. Et je pense qu'ils sont aussi malheureux d'avoir... Moi, je pense qu'à la fois, il y a de la lâcheté et quelque chose de terrible et de suicidaire chez eux à faire une chose pareille. Parce que moi, je suis sûre qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient. Ils se soulagent, mais je suis sûre qu'au fond d'eux-mêmes... C'est une pulsion de mort. C'est une pulsion de mort, oui. Vous avez raison. On évoque l'affaire Liana. Il y a aussi cette fronde des magistrats, après le rapport sur les dysfonctionnements constatés côté justice et côté gendarmerie. Deux plus hauts magistrats de France, Christophe Soulard, Rémi Hetz, qui publient, mettent en garde contre la mécanique du bouc émissaire, face à une crise systémique. Ils disent qu'il y a un vrai problème de moyens, Louis de Ragnel, concernant la justice. C'est assez intéressant de voir qu'il y a d'abord un réflexe corporatiste des magistrats avant de dire, mettons-nous autour d'une table et voyons comment on peut améliorer le système pour que ces horreurs ne se reproduisent pas. Absolument. Alors, on voit bien que là, la justice, l'institution en tout cas, est en train de trembler. La difficulté, c'est que vous avez d'un côté un ministre de la Justice qui est contraint de faire de la politique et aussi d'apporter des réponses aux familles de victimes. Et c'est vrai que de l'autre côté, on voit une institution judiciaire qui a énormément de mal à se remettre en question, à comprendre qu'il faut changer en fait sa manière de fonctionner. Et moi, c'est ça qui me choque le plus. C'est pas tant les individus. Certes, oui, il y a la question de la politisation de la justice et tout, qui est un vrai sujet, le syndicat de la magistrature. Mais par ailleurs, on voit qu'il y a plein de choses qui fonctionnent absolument pas. Il y a un déficit de modernisation énorme. Et puis, on a des magistrats qui se disent en fait, on n'a rien fait de mal. Il faut qu'on continue comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et on pouvait pas faire autrement. Et moi, je vois, j'ai plein de magistrats, des procureurs que je connais bien, qui sont pas du tout des gens d'extrême gauche, mais qui structurellement disent je comprends pas très bien, je vois pas très bien où est le sujet. Et dans ce contexte-là, il y en a beaucoup qui ont le sentiment d'avoir un ministre de tutelle qui fait de la politique et qui a lâché son administration. Et donc, et à la fin, vous avez quand même quelque chose de très puissant qui est très inhérent à l'administration française. Ils se disent de toute façon, à la fin, nous on restera. Et le ministre partira. Donc il suffit, il faut faire le dos rond. Et à la fin, de toute façon, Gérald Darmanin, et comme tous ses prédécesseurs d'ailleurs, aujourd'hui, un ministre de la Justice, ça sert juste à négocier un budget.
Et encore. Et aujourd'hui, vous voyez bien, hier j'écoutais sur une radio concurrente Gérald Darmanin qui répondait à des questions d'auditeurs, qui évidemment rapportait des cas individuels, et à chaque fois Gérald Darmanin répondait « Alors je ne peux pas donner d'instructions, je ne peux rien faire, en revanche je vais quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé dans votre cas ». Donc voilà, les magistrats savent très bien que le garde des Sceaux a très peu de pouvoir. Catherine, rapidement, Gauthier. Oui, mais ça, le corporatisme judiciaire, toujours se défendre en étant bande, en étant meute, en chassant meute, et c'est le politique qui a tort. On a déjà connu ça. Et Rémi Hetz, qui vient de co-signer cette tribune où il dit qu'évidemment, il y a peut-être la chaîne de la protection a été défaillante, mais il ne fallait pas non plus que la démocratie. Pour la démocratie, il ne faut pas de déclaration à l'emporte-pièce. Et ça vise évidemment Gérald Darmanin. Eh bien, c'est le même Rémi Hetz qui avait réclamé une peine de 1 an de prison avec sursis pour Dupond-Moretti lorsqu'il avait porté plainte parce que dans l'affaire de Bismuth, il y avait 3 membres du PNF. Le PNF, c'est le sacré PNF, qui avait quand même un peu dévié en écoutant, en regardant, en épluchant toutes les fadettes d'avocats, une dizaine d'avocats, pour savoir qui avait renseigné Sarkozy et son avocat sur le fait qu'ils étaient écoutés. Et ça avait quand même... Dupond-Moretti avait porté plainte et quand même Madame Belloubet s'était saisie de l'affaire et avait demandé une enquête administrative où des juges indépendants avaient dit que oui, ça demandait une enquête administrative justement parce qu'il y avait des faillances. Bon ben voilà, eh bien ça a été c'est toujours la même chose. Ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas supporté Dupond-Moretti qui les avait attaqués, qui était c'était un avocat qui était toujours très remonté, très véhément contre les juges. Et là, cette nomination, ils l'ont amené d'ailleurs devant la Cour de justice en pensant qu'il serait condamné. Et non, il a été relaxé. Voilà. Cette boucle WhatsApp, parce qu'il faut aussi parler de cette boucle WhatsApp où tout part, d'où tout part avec ces magistrats, exactement, qui préparent une tribune qui devait être publiée dans les colonnes du Monde, qui a été publiée dans les colonnes du Monde, mais on l'a eu avant qu'elle ne soit publiée, sur Europe 1 notamment, et on lit des choses absolument très, très dures contre Gérald Darmanin. Il y a des smileys vomis quand Gérald Darmanin est annoncé sur CNews, sur cette antenne. Il y a des magistrats qui sortent complètement de leur devoir de réserve, qui n'ont plus rien à faire. Et vraiment, quand vous lisez cette boucle WhatsApp, et j'ai eu énormément de captures d'écran, vous vous dites en fait à aucun moment ils pensent à Liana, à aucun moment ils pensent aux victimes. Ce qui les intéresse, c'est leur petite corporation. Et comme Louis, j'ai été extrêmement surpris de la corporation qui, si vous voulez, ne prêtait quasiment pas d'exception. On a vu des magistrats qui étaient assez courageux, qui allaient à rebours du syndicat de la magistrature. Là, tout s'est effacé. Ils se sont tous rassemblés contre Gérald Darmanin, qui voulait peut-être une sanction contre l'une d'entre eux. Parce que, substitut du procureur. Exactement, qui est suspendu à l'heure où on se parle. 2 gendarmes qui ont été... Voilà, ça c'est Laurent Nunez. Il y a 0 sanction. Et donc pour le moment c'est une suspension et peut-être qu'à la fin il y aura une sanction. Et vous verrez qu'il n'ira pas jusqu'à la révocation. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la 5e pour le travail simplement d'un magistrat. Pour des fautes lourdes, oui, mais pas pour le travail en tant que tel. Donc voilà, donc je suis saisi d'effroi effectivement devant ce corporatisme. Mais faites une boucle WhatsApp pour vous demander comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'autres petites Liana. Pas pour vous demander s'il va y avoir une potentielle future sanction qui peut effectivement viser l'une des magistrates qui a failli dans cette affaire. Oui, il y a 2 gendarmes qui ont été sanctionnés. La gendarmerie ne fait pas ne fait pas de manifestation pour dire que ça ne se fait pas. Mais c'est vrai que si les adultes responsables, les hauts fonctionnaires, les magistrats ne se remettent pas en question, ne se sentent coupables de rien, se sentent toujours légitimes. Comment voulez-vous que les jeunes se sentent légitimes? Il y a quand même mais il y a un vrai sujet, moi je trouve, par rapport à cette absence de remise en question et qui est pas forcément violente. Moi, j'exige pas que tous les magistrats, je leur veux pas du mal, je leur veux du bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un divorce énorme avec les Français. C'est-à-dire qu'une institution qui est aussi mal comprise, aussi peu comprise par les Français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les 3/4 des Français qui comprennent pas les décisions de justice, qui comprennent pas le fonctionnement de la justice, qui comprennent... Non, mais honnêtement, personne comprend rien. Et il y a un moment, vous êtes obligé de vous dire, si je ne suis pas compris quand je parle, si je ne suis pas compris quand je décide, quand je rends des décisions, à ce moment-là, il faut peut-être que je me remette en question. Et c'est pas simplement un manque de pédagogie, parce que le vieux réflexe aussi dans l'administration française, c'est on va acheter des spots de pub sur France 2 et sur France 3, on va créer une bande dessinée, on va faire un manga pour faire comprendre la justice. C'est pas ça le sujet. Le fond du sujet, c'est les décisions qui sont rendues ne sont plus compréhensibles par les gens.
Donc à ce moment-là, il faut changer. Il faut et je dis pas qu'il faut c'est pas forcément dans l'excès. C'est il faut que les gens comprennent ce que fait la justice. Ben oui, les Français n'ont plus confiance dans la justice. Les deux, oui, ils sont pardon, juste un petit mot. Dernier mot, Joseph un petit mot taquin. Par humilité, un grand nombre de juges seraient bien inspirés d'aller voir comment fonctionnent leurs collègues de la justice consulaire, qui, eux, travaillent dans le silence, travaillent bénévolement, et ça, personne n'en parle en France. Ils bossent ça n'intéresse personne. Ils bossent aussi, honnêtement, au ministère de la Justice, ils bossent beaucoup. Non, mais ce ne sont pas des paresseux. Non, mais qu'ils aillent voir un type de comportement... Quand on va voir des procureurs, ils bossent énormément. Simplement un type de comportement. Dans des conditions simplement un type de comportement et de respect. Parce que là aussi, toutes les paroles qu'on a vues, j'ai trouvé, étaient extrêmement irrespectueuses par rapport aux victimes. Mais extrêmement. Et même insultantes par rapport aux victimes.